La télé d'ici change radicalement de sujet ce soir pour s'intéresser à les questions humanitaires. On reçoit ce soir deux organisations de référence dont la réputation est évidemment universelle. Ce sont la Croix-Rouge et Médecins sans frontières. La Croix-Rouge représentée ce soir par Dr Da Léon Bruno, président national de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, et Dr Colette Badjo, chef du bureau Médecins sans frontières de Côte d'Ivoire, avec nos deux invités. Tout au long de cette émission, on va donc revenir sur leur mission, sur leurs actions. En gros, qu'est-ce qui motive justement leurs actions sur le terrain. Un petit mot de politique quand même, non pas avec nos invités, mais plutôt avec Pierre, qui revient ce soir dans la loupe sur l'intervention de Kakabe, candidat malheureux à la récente présidentielle. C'était hier, mardi, dans Sans réserve sur NCI. Et l'INSEE fera son cinéma puisque nous sommes mercredi. Pour le vol artistique sur la scène de la télé d'ici, on sera rejoint sur la scène par des acrobates. Voilà, une fois n'est pas coutume. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Ce soir, dans la télé d'ici sur NCI, les missions, les actions de la Croix-Rouge et de Médecins sans frontières avec nos deux invités, Dr Da Léon Bruno. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Je rappelle que vous êtes le président national de la Croix-Rouge. Tout à fait. La Croix-Rouge de Côte d'Ivoire qui a été créée le 10 octobre 1960, c'est bien ça ? 13 octobre. 13 octobre 1960. Nous avons eu 60 ans dernièrement. D'accord. 60 ans. 60 ans, qu'est-ce qu'on pourrait dire de la Croix-Rouge en Côte d'Ivoire, de son action, en quelques mots? Des actions relativement satisfaisantes. Je dis relativement parce que c'est naturellement ceux qui ont bénéficié de l'action qui pourront mieux le dire. Nous, pour ce qui nous concerne, conformément à notre mission qui est de prévenir et alléger la souffrance humaine, nous prenons donc la mesure de notre capacité à atteindre et servir ceux qui sont dans le besoin. Et jusqu'à présent, à travers 86 branches locales sur l'étendue du territoire, nous l'avons fait relativement bien. D'accord, on va décliner justement vos différentes missions tout au long de cette émission. En tout cas, merci d'être là. Merci également à Dr Colette Badjo, qui est la chef donc, du bureau Médecins sans frontières en Côte d'Ivoire. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Je ne peux m'empêcher de vous poser la même question. Médecins sans frontières existe depuis combien de temps en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, c'est depuis 1991. D'accord. Et dans le monde, c'est depuis 1971. D'accord, très bien. En tout cas, bienvenue. Merci. Quelle est la mission de Médecins sans frontières? Ce sont des gens qui soignent sans frontières. En fait, l'organisation est une organisation médicale humanitaire. D'accord. Alors, elle est guidée par des principes d'équité médicale et des principes d'indépendance, de neutralité et également d'impartialité. D'accord. Alors, c'est guidé par ces principes-là que MSF exerce partout dans le monde et elle est présente aussi en Côte d'Ivoire. D'accord. On va parler des actions de Médecins sans frontières en Côte d'Ivoire. En tout cas, tous les deux, merci d'être venus. Ça va, l'INSEE? Très bien, merci. Bienvenue, Pierre. Merci. Ah non, je n'avais pas fait attention. Vous avez donné le mot, en fait. 3 personnes sur le plateau en bleu. Fallait me prévenir, fallait nous prévenir. Voilà. Ok, d'accord. Non, mais c'est assez spécial comme tenue. Ouais, non, moi j'aime beaucoup parce que ça permet du coup de revisiter du tissu africain. D'accord. Ok, mais je faisais surtout allusion à la coupe. Ça fait un peu samouraï. Vous avez fait attention ou pas? Si on veut. Non, non, j'aime bien, c'est tout. Je m'attendais à un oui, comme ça on aurait dit le samouraï de la télé d'ici et ce serait peut-être le titre qu'on le répète. Le samouraï de la télé d'ici. Ouais. Vous aurez renommé comme ça. Ouais, non. Si vous voulez. Si on veut, d'accord. Très bien. Vos deux entités ont une particularité, c'est la notion de neutralité. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par la neutralité? C'est important quand même qu'on débute par ça. Oui, il faut comprendre qu'il est important chaque fois que nous devons porter assistance, de bénéficier de la confiance de tous. Et pour bénéficier de la confiance de tous, le volontaire, l'agent Croix-Rouge,
doit s'abstenir justement de toute controverse, que ce soit de nature philosophique, religieuse, ethnique, raciale, que sais-je encore, politique. Il doit s'abstenir justement de controverses pour véritablement, comme j'ai dit, bénéficier de cette confiance-là, d'où le principe de la neutralité. Colette Badiot, c'est le même principe? Oui, ça se touche à peu près, mais nous, c'est focalisé sur les patients. Alors, c'est de traiter les patients sans discrimination aucune, de couleur, de race, de religion, etc. Et ça, c'est un principe qui est très important. Oui. Alors, j'ai souhaité démarrer avec la question de la neutralité parce que pour certains observateurs ou pour certains experts ou pour certains courants de pensée même, la neutralité est parfois assimilée à de la culpabilité. On se dit qu'il y a des situations qu'il faut absolument dénoncer, mais se taire, c'est se rendre coupable aussi de certaines situations. Vous en pensez quoi? Se taire, c'est se rendre coupable de certaines situations. Pour nous, pas vraiment. Se taire, peut-être, mais se taire comment? Et surtout, parler en parlant de quoi? En toute chose, lorsqu'il s'agit de parler, il faut parler pour que nul ne soit compromis. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous arrivez sur un terrain de conflit, oui. Vous devez intervenir. Comment vos bénévoles agissent? Nos bénévoles agissent après le conflit. En fait, nous ne prenons pas part au conflit. D'où justement la neutralité. J'ai dit tout à l'heure que nous ne devons avoir participé à aucune controverse de quelque nature. Donc vous n'intervenez pas pendant les conflits? Non. Nous n'intervenons pas pendant le conflit. D'accord. Nous intervenons après le conflit pour porter assistance à ceux qui en ont besoin. Quel type d'assistance? Assistance principalement humanitaire. Il peut s'agir d'actes médicaux, il peut s'agir de soutien psychologique, il peut s'agir de rétablissement de liens familiaux, il peut s'agir de tout soutien qui, dans l'action humaine, peut être utile. Est-ce que quelque part, ce n'est pas peut-être le pompier qui intervient un peu trop tard, d'intervenir après les conflits? Chacun a son rôle dans une société, je veux dire dans une communauté. Chacun a ce qu'il a à faire. Le choix que nous avons fait justement à travers nos différents principes d'action est de garder une certaine impartialité, une neutralité, une indépendance, toute chose qui nous astreint à un certain comportement. Médecins sans frontières intervient pendant le conflit ou après le conflit? Ou peut-être avant, je ne sais pas, pour prévenir? Bon, avant cela, j'aimerais aller plutôt sur la neutralité, ce que vous avez dit. Oui. Nous, ici, nous focalisons, Médecins sans frontières focalise beaucoup sur les patients. Et nous sommes guidés par l'éthique médicale, avec le secret professionnel. Donc, les divulgations et tout ça, normalement, ça ne nous touche pas. D'accord. Dans ce sens-là. Ça, on l'a compris. Et c'est d'ailleurs le rôle de tout médecin. Okay. Tout à fait. Alors, sur le deuxième volet, vous intervenez pendant les conflits, après le conflit ou... Oui, nous intervenons en général en situation de conflit, mais il n'y a pas que le conflit, ça peut être des épidémies, ça peut être des catastrophes naturelles, ça peut être aussi le faible accès aux centres de santé, je peux dire comme ça. D'accord. Voilà. Donc c'est dans ce domaine-là que nous intervenons. Alors avant de passer à l'INSEE et Pierre, juste une question. Pour intervenir, est-ce que vous avez forcément besoin du go des autorités locales ou pas? Je sais que le principe de Médecins sans frontières, c'est le droit d'ingérence. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'autorisation pour aller sauver des vies humaines. Une vie humaine, elle est valable aussi bien ici qu'ailleurs. Oui, on peut penser cela, mais néanmoins, nous travaillons en collaboration avec les autorités locales, notamment le ministère de la Santé. Nous collaborons avec eux, nous apportons notre appui au ministère de la Santé. Si vous n'avez pas d'autorisation, vous n'intervenez pas? Sans autorisation, mais si nous parlons en général, nous collaborons avec les institutions de l'État. Je reprécise ma question. OK, pas de souci. Vous avez l'autorisation pour intervenir, imaginons, on touche du bois, sur un foyer de tension à Abidjan. Donc vous avez l'autorisation d'intervenir à Abidjan. Et il se trouve qu'il y a un autre foyer qui se déclenche quelque part dans l'ouest du pays ou dans l'est du pays. Est-ce que vous êtes habilité à intervenir, même sans l'aval des autorités? En tant que médecin, oui. OK. En tant que médecin, oui.
D'accord. puisque nous avons prêté serment. D'accord. Voilà. En tant que médecin, nous avons le droit de porter assistance aux personnes en danger, D'accord. qui sont malades, blessées, etc. Quid de la Croix-Rouge? Nous intervenons, je dirais, systématiquement. Déjà, nous sommes auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire et de ce fait, il n'y a pas un go, comme vous avez dit, systématique. D'accord. Chaque fois vous prenez votre destin en main, la vous y allez. souffrance humaine est mise à mal, nous prenons notre destin en main et nous y allons. Il faut faire la part des choses. C'est très bien. Vous parlez depuis d'humanitaire. Personne ne parle de social. Parce que l'humanitaire, c'est quand même un cran au-dessus. Est-ce qu'il ne faut peut-être pas préciser pour nos téléspectateurs pour qu'ils comprennent mieux? Oui, il faut comprendre que c'est vrai que c'est un cran au-dessus. Il y a une situation qui en englobe une autre. J'ai dit que tout ce qui peut permettre justement un épanouissement, une amélioration de la condition de vie. Il va sans dire que le social est compris. J'ai parlé également aussi bien du médical que du psychologique. Tout ce qui environne justement l'état d'esprit et l'environnement de vie de la population, de laquelle justement nous sommes, je dirais, solidaires, puisque nous, Croix-Rouge, sommes dans la communauté. Nous sommes dans chacune de nos branches locales une représentation miniaturisée de la communauté dans laquelle nous sommes. Absolument, voilà qui est clair. En préparant l'émission, j'ai remarqué qu'on ne disait pas bénévole, mais plutôt volontaire, que ce soit pour la Croix-Rouge ou Médecins sans frontières. Quelle est la différence ? Bon, le volontaire, c'est quelqu'un qui accepte d'aller faire une mission, mais qui peut être rémunéré. Par contre, le bénévole ne sera pas rémunéré. Et combien est-ce que de volontaires vous comptez dans tout le pays ? Dans le pays actuellement, peut-être allons au niveau mondial d'abord, on compte à peu près 38 000 volontaires au niveau mondial. Et présentement, dans le pays, nous sommes en train de revoir nos activités, donc nos projets. Donc actuellement, on ne peut pas parler de volontaires, de nombre de volontaires en tant que tel. Mais si je regarde un peu en arrière, 2010-2011, on avait environ 500 volontaires, rien que dans l'ouest du pays. Et quelles sont les conditions pour être volontaire ? Est-ce qu'il y a des conditions particulières ? Qui sont les volontaires ? Oui, en fait, c'est des personnes qui sont recrutées, pour travailler avec MSF, avec Médecins sans frontières. Donc c'est des médecins. Enfin, c'est tous des médecins. C'est ce que j'allais dire. Bon, Médecins sans frontières, il y a des médecins, il y a des infirmiers, il y a des aides-soignants, mais à côté de ça, on a une administration avec des administrateurs, des financiers, RH, ressources humaines, pardon, et on a aussi la logistique, qui représente aussi un gros morceau. Oui, donc c'est tout ça qui constitue justement le moteur de l'aide humanitaire et médicale. Alors, en Côte d'Ivoire, on n'est pas sur une zone de conflit. Vous avez rappelé tout à l'heure que le but, c'était aussi d'apporter du soutien là où il y avait peut-être, on va dire, des déserts médicaux. Comment on fait pour ne pas se substituer à l'État dans ces endroits-là où il n'y a pas de centre de santé, par exemple ? En fait, se substituer, c'est trop dire. On ne se substitue pas. On fait une analyse de la situation. On essaie de voir là où il y a le besoin, et c'est là où il y a le besoin que nous intervenons. Pour exemple, de 2014 à 2019, nous étions à Katiola, dans le Hambol, à l'hôpital général, où on avait apporté un appui au ministère de la Santé dans le cadre du programme en santé maternelle et infantile. Voilà, ça c'est un exemple parmi de multiples autres. Oui. La Croix-Rouge, c'est combien de bénévoles ? À l'heure actuelle, 12 800 volontaires, dont 5 000 volontaires actifs, on va dire 5 013 exactement, volontaires actifs. Et les autres, c'est quoi? C'est le sorte de réservistes? Réservistes, oui, on va dire en quelque sorte. En réalité, on est volontaire. Volontaire, quand on regarde la racine, c'est le vœu, c'est l'intention profonde de tout un chacun. Il y a ceux qui ont eu une inscription à un moment donné à la Croix-Rouge et qui
ont été quelquefois là, mais moins souvent présents. Ceux-là sont comptés parmi les 12 800, mais les 5 013, ce sont ceux qui, activement et au quotidien, répondent chaque fois que le besoin se présente. Sur le terrain, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans l'exercice de votre mission ? Quelquefois, la principale difficulté, c'est l'ignorance du mouvement. C'est vrai que nous sommes dans la communauté, nous sommes le citoyen lambda, l'habitant ordinaire du comité. Et c'est en ce sens d'ailleurs qu'il est important que nous fassions attention à notre comportement, vu que nous sommes l'habitant ordinaire de la localité. Chaque acte que nous posons est connu en tant qu'habitant de la localité. Et lorsque le lendemain, on nous retrouve donc dans un gilet, dans un dossard Croix-Rouge, on se souviendra que le citoyen, l'habitant de tel quartier qui avait posé tel acte, c'est celui-là qui est à la Croix-Rouge. On fait donc la jonction entre l'acte qui a été posé et la Croix-Rouge. Quelquefois, c'est cette méconnaissance du mouvement qui pose quelques freins. Mais heureusement, on va dire, c'est ce que nous appelons la diffusion, c'est-à-dire l'information dans le sens de la meilleure connaissance du mouvement, nous permet assez souvent de lever ces barrières-là, de lever ces handicaps. Et surtout que la curiosité aidant, beaucoup de personnes dans les différentes localités où nous sommes viennent à nous après action pour pouvoir comprendre ce qu'il en est. Le monsieur est dans le quartier, je le voyais, je ne savais pas qu'il était de la Croix-Rouge, je l'ai vu en tenue Croix-Rouge, je veux savoir qu'est-ce que la Croix-Rouge, que fait la Croix-Rouge, la Croix-Rouge m'intéresse, qu'est-ce qu'on peut y faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas y faire. Ça, c'est le joli côté de la chose. Le vilain côté, est-ce que il arrive parfois que vos agents soient peut-être pris à partie parce qu'on ne comprend pas leur rôle, non ? Ça arrive ou pas ? Nous mettons beaucoup de points d'honneur à apporter l'enseignement nécessaire au bon comportement de chacun de nos volontaires. Oui, mais... Lorsque nous constatons qu'à un moment ou un autre, une attitude a pu friser un éloignement de nos principes d'action, c'est en interne que nous veillons justement à ce... Non, je ne remets pas en cause l'action de vos volontaires ou vos bénévoles, mais plutôt des populations vers lesquelles justement vos volontaires vont pour prêter assistance. Est-ce que parfois il y a de la réticence ? Est-ce que parfois cette réticence peut se solder aussi en actes, comment dire, un peu hostiles ? Est-ce que c'est des choses que vous vivez ou pas ? Oui, nous l'avons déploré quelquefois. Nous l'avons déploré et comme je l'ai dit, c'est véritablement du fait d'une ignorance. D'accord. Très souvent, dans une très grande proportion, cela s'est soldé par une remédiation, c'est-à-dire qu'on est revenu à une situation ancienne. Dernièrement, pour des problèmes de vaccination, par exemple, du fait de certaines rumeurs, du fait de certaines infox au niveau des populations, la Croix-Rouge a été rejetée en tentant de sensibiliser des populations dans le cadre de la vaccination. Comment vous gérez alors ces situations ? Nous nous adressons à ce que nous appelons des gardiens d'accès, c'est-à-dire des leaders d'opinion en fonction donc de la communauté, des représentants. Vous faites passer le message du bien fondé de vos actions. Médecins sans frontières est-elle ou est-il confronté aussi à ces situations-là ou pas ? En général, nous, c'est toujours dans des hôpitaux et des centres de santé, c'est-à-dire que quand les populations ne nous connaissent pas. Ça peut être au début un petit frein et tout ça, mais une fois qu'ils voient l'activité se développer, qu'ils voient ce que nous sommes en train de faire, que nous sommes là pour apporter assistance à eux-mêmes, à ces populations-là, le lien s'harmonise entre Médecins sans frontières et justement les populations alentours. En général, les problèmes de visibilité, je pense que c'est une attitude aussi qui est naturelle quand on ne connaît pas, quand on ne connaît pas quelqu'un qui arrive dans la région. Mais une fois qu'ils savent qui c'est, ils savent pourquoi nous sommes là, etc. Et c'est pour ça que cette visibilité est très importante, de savoir qui est là, qui fait quoi, ils font quoi. Sur le terrain. Je ne vous ai pas posé la même question. Est-ce que la Croix-Rouge fonctionne aussi sur le principe du droit d'ingérence ?
droit d'ingérence. C'est-à-dire s'auto-saisir et intervenir, même si on n'a pas l'aval des autorités locales? Oui, nous nous auto-saisissons et comme je l'ai dit, chaque fois que la population justement à laquelle nous sommes incorporés peut être en mal d'une façon ou d'une autre, nous nous autorisons justement à intervenir quasi immédiatement. Très bien. Comment est-ce que vous vous financez? Est-ce que ce sont uniquement des dons ou alors est-ce que vous avez une aide de l'État? Bon, il faut dire que 96% ce sont des dons, ce sont des privés, hein, et puis certaines entités. Mais pour le reste, ça peut être un appui des gouvernements. Voilà, c'est ça. Mais en général, la majorité, c'est des dons privés. Et c'est la raison pour laquelle nous focalisons sur les patients, hein, que tous ces fonds qui sont donnés par des privés puissent atteindre justement les patients. Et nous mettons l'accent justement à travers tout ça sur la qualité des soins que les patients reçoivent. Médecin, la Croix-Rouge? Oui, nous sommes auxiliaires des pouvoirs publics créés par l'État de Côte d'Ivoire et nous relevons du ministère de la Santé. Nous bénéficions à ce titre d'une subvention de l'État, mais une très grande partie de nos ressources provient justement d'aide au niveau de ce que nous appelons les sociétés nationales partenaires. Ce sont des sociétés Croix-Rouge de pays développés qui nous viennent en aide. On va dire en somme que ce sont ces pays développés qui nous viennent en aide à travers leur structure Croix-Rouge. La Croix-Rouge est indépendante donc, de tous les autres États, c'est bien ça? Enfin, c'est-à-dire que la Croix-Rouge a été fondée en Suisse, oui, C'est cela. mais la Croix-Rouge Côte d'Ivoire est indépendante de la Suisse. C'est ça? Oui, Ou alors c'est- reprécisons les choses, j'aimerais bien. Revenons quelque peu en arrière. À partir de... On va dire que prenons directement sur la Croix-Rouge. La Croix-Rouge est partie de l'éveil de conscience d'un homme de nationalité suisse qui a été choqué de ce qu'il a vu sur le champ de bataille. Et quelque temps après, d'autres personnes, justement, en collaboration avec cet homme, Henri Dunant, ont voulu lui rendre hommage en structurant davantage la petite organisation qu'il avait créée, une société de secours. Et donc, l'emblème de la Croix-Rouge est l'inverse du drapeau suisse. Le drapeau suisse qui est donc la croix blanche sur un fond rouge, c'est donc l'inverse en prenant la croix rouge sur un fond blanc. Un peu plus tard, en fonction donc des sensibilités culturelles d'un certain nombre de pays, on a vu apparaître donc le croissant rouge. Ça a été lors d'un conflit entre la Russie et l'Empire ottoman, la Turquie actuelle, où les sensibilités culturelles étaient plus proches de l'utilisation donc d'un autre emblème qui est le croissant rouge. Et beaucoup plus tard sont apparus d'autres types d'emblèmes. Et pour éviter justement que chaque sensibilité culturelle ou chaque tendance veuille, j'allais dire, créer ou imposer son emblème, le cristal rouge a été créé afin qu'il soit en quelque sorte l'élément représentatif de tout ce qui n'est pas Croix-Rouge ni Croissant rouge. En somme, c'est vrai que la Croix-Rouge est partie de ce Suisse Henri Dunant, mais on ne peut pas dire que c'est l'État suisse. Le siège de la Croix-Rouge, le comité international de la Croix-Rouge, se trouve bien sûr à Genève. Et au fur et à mesure, un certain nombre de pays ont adhéré à la Croix-Rouge et partant à la Fédération internationale donc, des sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge. Aujourd'hui, à la dernière Assemblée générale de décembre 2019, 2 pays ont complété à 192 le nombre de pays qui ont adopté la Croix-Rouge à travers le monde. Oui, mais vous avez des valeurs communes, que ce soit avec la Croix-Rouge Côte d'Ivoire ou la Croix-Rouge à travers le monde. Ce sont les mêmes valeurs. Nous appartenons tous au grand mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à travers le monde. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est le 13 octobre 1960. Donc, comme je l'ai dit, il y a quelques jours, nous avons eu 60 ans que la Croix-Rouge a été créée. 3 ans après, la Croix-Rouge a été autorisée association d'utilité publique. La même année, 1963, c'est le 8 août que le comité international, la Croix-Rouge, a
accueilli la Croix-Rouge Côte d'Ivoire et le 28 août de la même année, la fédération, la Croix-Rouge Côte d'Ivoire a adhéré à la fédération. C'est le même mouvement. Chaque État a ce qu'on appelle sa société nationale Croix-Rouge et nous prônons tous les mêmes valeurs et nous agissons chacun dans le périmètre étatique. Est-ce que la Croix-Rouge est présente dans tous les pays du monde? 192 pays. La Croix-Rouge est présente. Comme je l'ai dit... En Corée du Nord? Oui. D'accord. Exactement. Colette Badjo, OK. On allait faire un peu d'histoire avec Médecins sans frontières, mais ce sera peut-être dans quelques minutes, hein, parce que quand on parle de Médecins sans frontières, oui, on parle forcément aussi de Bernard Kouchner, je présume, et de ses camarades. Bon, voilà, on va en parler. Pardon? C'était à l'origine. À l'origine, absolument. Donc on va peut-être en parler aussi le temps de quelques minutes, juste le temps de marquer une pause pour parler d'un sujet qui justifie votre présence ce soir sur le plateau, c'est la politique. Non, je rigole, vous ne parlez jamais politique. Mais nous, on va en parler quand même. C'est la loupe de Pierre. Voilà, on va oublier quelques petits moments seulement, juste le temps de 3 petites minutes nos invités, hein, voilà, qui ne s'intéressent jamais à la politique, pour se tourner vers Pierre, qui lui s'intéresse toujours à la politique. La loupe de Pierre, et vous parlez de KKB. Oui, Kouadio Konan-Bertin, candidat indépendant et candidat malheureux à la présidentielle d'octobre 2020, était l'invité de Sans Réserve, donc hier soir pour ceux qui ont suivi. KKB, c'est 2% de voix à l'élection présidentielle d'octobre 2020. On pourrait se dire que 2%, c'est pas grand-chose. On a parfois dénigré une campagne poids plume. Certains se sont moqués de ses larmes, notamment au moment d'aller voter à Lakota, à la terre de ses ancêtres. Et pourtant, au fond, c'était peut-être l'homme le plus important de cette élection présidentielle. Alors, si on doit faire un parallèle avec les élections aux États-Unis, KKB, ce serait un peu ce qu'on appelle un swing state, une entité indécise qui, si elle penche en faveur d'un candidat, eh bien, peut déterminer l'issue du vote ou de la situation. Alors, si KKB avait rejoint l'opposition, eh bien, le président se serait retrouvé finalement tout seul à ce scrutin et il y aurait peut-être eu plus de chances pour un dialogue. Et avec la posture qu'il a adoptée, finalement, eh bien, il a plutôt participé à la légitimation de l'élection. Et ce rôle pivot, ce rôle tampon, eh bien, il se plaît à le rappeler dans cette interview. Que dit-on de 2% de suffrages exprimés? Sans surprise. Vous savez très bien que j'étais comme une sorte de pointe entre le marteau et l'enclume. Une pointe entre le marteau et l'enclume, donc une zone tampon. Alors, dans cette interview, ce qu'on va comprendre, c'est que l'élection, elle est déjà derrière KKB. Il le dit lui-même, il a reconnu sa défaite, il a appelé le président à cet effet. Et ce qu'il veut installer finalement dans l'esprit de ceux qui écoutent, eh bien, c'est son amour pour la démocratie et ce côté homme-providence au-dessus de la mêlée. J'ai appelé à féliciter le président de la République ce matin, par culture et par tradition. Vous imaginez très bien qu'en 2010, entre M. Ouattara et M. Gbagbo, s'il s'était trouvé un seul parmi eux qui avait reconnu sa défaite, la Côte d'Ivoire n'aurait pas sombré dans la guerre. Il faut que la Côte d'Ivoire, que les hommes politiques, eh bien, s'approprient les vertus de la démocratie. Voici mon enseignement. Voilà, donc au lendemain de cette élection, finalement, il n'y a rien de surprenant à ce que tout le monde commence à penser à l'après. Et KKB aussi fait partie de ceux qui ont commencé à préparer cet après. On écoute. Alors tout à l'heure, on vous entendait parler avec beaucoup d'enthousiasme et d'optimisme également de ce que la jeunesse devrait monter au créneau pour occuper les premiers plans sur la scène politique. C'est quoi la suite de la carrière de Kouadio Konan-Bertin? Il envisage créer un parti politique. Cette élection de 2020 était en fait une manière de se positionner pour 2025. C'est quoi la stratégie? C'est clair qu'à partir de cette campagne, une force vient de naître. Une force vient de naître, manifestement composé des jeunes, des femmes, des Ivoiriens venus de partout, qui n'appartiennent pas forcément à un parti politique, qui ont donc soif de changement, qui nourrissent ce désir-là de voir la classe politique se rajeunir, qui ont donc bien accueilli les discours et les propositions qu'on leur a tenues, et qui veulent bien donc, eux aussi exister. C'est pourquoi, les semaines à venir, je vais proposer aux Ivoiriens la création d'une maison commune, ce que j'appelle une maison commune, qui n'est pas un parti politique, mais qui va recevoir tous les Ivoiriens qui ont des idées, qui veulent qu'on prenne leurs idées en compte. Nous allons nous retrouver. Alors ça, finalement, ça rappelle quelque chose. Hein. Vincent Toby. Ouais. C'est quoi l'objectif principal d'Aube Nouvelle? Le 15 septembre. C'est ce plateau, je vous ai dit, que je pense servir autrement au bas niveau, au niveau de la population, donc où je suis aujourd'hui, au processus actuel. Nous avons tous des expériences autour de la table ici. Et donc, nous avons mis Aube Nouvelle pour avoir la troisième voie, la voie du milieu, la voie de la population, la voie neutre, la voie qui peut appeler
à la paix, au respect des droits, au respect des principes démocratiques. Et c'est ce que nous avons fait hier. Alors, ce futur a donc finalement deux visages bien assumés, bien déclarés, qui finalement se ressemblent assez. Kakabé et Vincent Toby-Irié, le principe de la troisième voie, hors des partis politiques, là où tout est rose, tout est beau, là où les discours sentent bon l'eau de rose. Mais bon, finalement, ils répondent bien à une lassitude pour certains des partis politiques, et il faut le reconnaître. D'accord, il faudrait, je pense, à mon avis, rajouter à la fameuse troisième voie, peut-être celle de Montano aussi, qui a dit qu'il est à équidistance des partis. Bon, ok, très bien. Merci Pierre pour cette loupe. Pierre, donc, qui revenait sur l'interview qu'a accordé Kakabé. C'était la première interview donc, de Kouadio Konan-Bertin au lendemain de la présidentielle. Interview donc exclusive à retrouver évidemment sur nos différentes chaînes des réseaux sociaux. On marque une pause, il y a la pub, on revient juste derrière pour la suite de nos échanges consacrés ce soir exclusivement à la Croix-Rouge et à Médecins sans frontières. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici pour Télévivre la Côte d'Ivoire. Et ce soir, on télévit ensemble justement l'action humanitaire au-delà même de l'action sociale avec deux entités qui ne sont plus à présenter. Donc Médecins sans frontières, représenté ce soir par Dr Colette Badjo et la Croix-Rouge qui a célébré d'ailleurs il y a quelques jours seulement son 60e anniversaire en Côte d'Ivoire, représenté par son président national, Dr Da Léon Bruno. On a marqué une pause pour parler de cinéma, donc non pas d'humanitaire mais de cinéma avec l'INSEE puisque nous sommes mercredi, l'INSEE, elle fait son cinéma. Voilà, pour un peu résumer. Jingle. Alors, très cher l'INSEE, on parle de quoi ce soir? Aujourd'hui, on parle de Willem, le youtubeur réalisateur, vient de sortir une toute nouvelle vidéo. Ça s'intitule Une idée royale. On regarde un extrait. Te rappelle, c'est lui, ok? Je te laisse. Non, ça ne fonctionne pas, ça n'aurait aucun impact, c'est nul! Et si on faisait justement les deux en même temps? Peut-être que ce serait Ce serait encore pire, ça divise par deux l'intérêt du truc. l'un après l'autre. Laissez tomber cette idée. Charlie! Puisque la réunion d'aujourd'hui a l'air de vous passionner, faites-moi part de votre idée de campagne. Mon idée de quoi? Bien, si vous ne voulez pas nous quitter dès maintenant, donnez-moi votre idée. Alors Willem, pour cette nouvelle vidéo, utilise les mêmes codes que d'habitude, la narration, le suspense, l'image, la manière également dont c'est filmé, mais ce n'est pas une vidéo comme les autres. Alors déjà, en termes de temps, ces dernières vidéos avoisinaient les 30 minutes. Là, on est plutôt sur un format un petit peu plus court, 10 minutes. Et puis surtout, il y a quelque chose qui ne nous a pas échappé, c'est ce logo, le logo de Puma, puisque Willem se retrouve dans la peau d'un agent de communication. Il doit établir une campagne de pub pour une nouvelle paire de baskets. Et puis, il y a un autre détail qui ne nous a pas échappé, ce sont les morceaux de Booba que l'on entend tout au long de la vidéo. On écoute et on regarde. C'est quoi? C'est du placement de produits? Voilà, outre le fait que Willem, je pense, aime beaucoup Booba, c'est pas anodin qu'il soit là. Booba, en fait, est la nouvelle égérie de Puma. C'est la raison pour laquelle on entend Booba dans toute la vidéo. Et puis, pour cette nouvelle vidéo, on remarque également que le choix des personnages n'est pas anodin. Booba et Willem sont deux adeptes du buzz, sauf qu'ils font du buzz pas du tout de la même manière. Willem se fait remarquer en se faisant rare. Il se fait tellement rare qu'à chaque fois qu'il sort une vidéo, eh bien, ça fait le buzz. Et Booba, lui, c'est tout l'inverse. Alors, pour faire son buzz, il est présent, il parle de tout, il en rajoute, il n'a pas peur de se faire clasher avec toujours un brin d'humour. Et du coup, Puma a décidé de prendre deux personnages totalement différents et c'est l'une des raisons pour laquelle ça marche. C'est une nouvelle manière de communiquer et c'est un coup qui a fait vrai. Enfin, c'est une nouvelle manière de communiquer pour la marque qui, pour le coup, a fait fort avec l'un des réalisateurs youtubeurs les plus bankable du moment. Donc, c'est Willem, puisque c'est la toute première fois qu'il collabore même avec une marque. Il a toujours refusé toute forme de collaboration et également Booba, qui est considéré comme l'un des meilleurs rappeurs du monde francophone actuellement. Donc 2 en 1, c'est tout bénef pour... Ça risque de ne pas faire plaisir à l'autre rappeur, comment il s'appelle? Caris. Caris? Ouais. Il va sûrement pas regarder cette vidéo, ce film. Je ne pense pas. Ah bon, il risque même de détester Willem
à cette allure. Aussi, peut-être. D'accord, merci pour ce point de l'actu cinématographique avec l'INSEE. Alors, docteur Colette Badjo, on connaît Reporters sans frontières, Médecins sans frontières. Bon, on connaît le principe de Reporters sans frontières. Le principe de Médecins sans frontières, il est sensiblement le même. C'est peut-être le lieu de rappeler un peu l'histoire de Médecins sans frontières. D'où part cette idée? En fait, cette idée est partie après la guerre du Biafra. Avec, au Nigeria, avec la malnutrition sévère. Alors, c'était des médecins et des journalistes qui se sont mis ensemble dans l'idée, justement, de créer cette organisation médicale humanitaire. Donc, c'est de là que c'est parti. D'accord. Voilà, actuellement, il y a 5 sections opérationnelles qui existent, et les 5 sections sont en Europe. Et il y a une 6e section qui vient de naître, qui est née, disons, en 2019, dans le 3e trimestre 2019. Et il y a eu l'Assemblée générale en février 2020, cette année, qui a porté justement tous les membres du conseil d'administration. Alors, cette nouvelle entité qui est opérationnelle, c'est Médecins sans frontières qui couvre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et le siège est à Abidjan. D'accord. Voilà. Très bien. Okay. Concernant Médecins sans frontières, le personnel de santé présent dans l'association, ce sont souvent des personnes en break professionnel, notamment concernant les médecins. Comment vos équipes sont formées? Est-ce qu'il y a après une remise à niveau? Oui, la formation est un des éléments fondamentaux dans Médecins sans frontières. C'est vrai que nous fonctionnons par mission. Donc, on envoie des personnes en mission. Souvent, c'est des missions courtes. On peut avoir des missions plus longues. Et ces personnes peuvent reprendre leur travail ensuite. Enfin, quand je dis ils ont d'autres activités dès qu'ils terminent une mission. Alors, la formation est vraiment, comme je dis, au centre. On organise des formations, on a des planifications de formation, de la possibilité de les envoyer aussi à l'extérieur pour bénéficier de formations et avoir aussi ainsi un pool de personnel vraiment qualifié qu'on peut appeler à tout moment. Est-ce que les médecins choisissent les endroits où est-ce qu'ils doivent aller ou on les oriente un petit peu de manière aléatoire et ils n'ont pas leur mot à dire? Voilà, peut-être que pour commencer, au tout début, la personne a besoin d'être orientée, mais après, c'est sur proposition. Quand il y a des besoins, on demande à la personne, aux personnes de joindre les équipes pour pouvoir travailler sur le terrain. Peu importe la nationalité. Oui, ça c'est... Merci d'avoir dit ça, parce que justement, quand on parle de Médecins sans frontières, c'est des personnes d'origine de tous les 5 continents, toutes nationalités confondues, toutes cultures confondues. D'accord. Oui. Non, je voulais revenir sur ce qu'on avait dit en première partie d'émission sur le principe de neutralité et la question notamment sur les agents qui se faisaient parfois attaquer. C'est vrai, vous n'avez pas osé le dire, mais c'est vrai que ça arrive et que ce fameux principe de neutralité est parfois mal vu par des populations. Par exemple, dans un hôpital où on soigne 2 acteurs d'un conflit, bien parfois il y a des échanges et des populations qui viennent justement et qui canardent. Enfin, je l'ai vu notamment en Centrafrique, où il y a eu pas mal de choses. Et donc, j'ai eu l'occasion de travailler avec les 2 associations. Et vous avez un super programme, vous l'avez évoqué, c'est le regroupement familial, la réunification. Est-ce que vous avez eu à le faire en Côte d'Ivoire et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consiste? Oui, parlant de réunification, oui. Le rétablissement des liens familiaux. C'est à tous les niveaux. On va prendre, puisque vous parlez de canarder, de situations de conflit, lors de situations difficiles, d'absence de paix dans une localité, il y a une période un peu de ce qu'on va appeler de désorientation, où chacun va un peu dans tous les sens, histoire par instinct de survie. Lorsque les esprits se stabilisent, on constate simplement qu'on a perdu tel ou tel parent de vue.
Et donc, il faut pouvoir retrouver le parent en question. Les branches Croix-Rouge, que ce soit au-delà des frontières, sont approchées justement par les personnes qui souhaitent rétablir le lien familial afin que les relations soient recherchées dans les zones. Il y a un certain nombre de processus. Il faut qu'on sache également si ceux qui sont sur place, ceux vers qui le demandeur veut aller, sont disposés également à les recevoir. Nous ne savons pas toujours dans quelles conditions ils se sont séparés. Il y a tout un processus pour pouvoir faire le rétablissement du lien familial. Il peut s'agir donc d'autres situations, comme par exemple l'immigration, où quelqu'un est parti on va dire volontairement, mais plus ou moins clandestinement de la maison. Et au bout d'un certain temps, ça ne se passe plus comme il souhaite. Il veut donc faire demi-tour, soit qu'il est demandeur, ou alors la famille a continué d'être en contact avec le parti, on va dire ça comme ça, celui qui est parti. Une partie de la famille a continué d'être en contact et au bout d'un moment, ils n'ont plus retrouvé ses traces. Pendant 2 mois, 3 mois après son départ de la maison, ils l'ont suivi, ils l'ont relativement tracé, on va dire, et au bout d'un moment, ils ne savent plus. Ça fait 3 semaines, 1 mois qu'il n'a plus donné de nouvelles. Et donc, quelqu'un, quelque part, prend l'initiative de mettre en place le phénomène donc, de rétablissement du lien familial. Et ça, j'imagine qu'on l'a eu en Côte d'Ivoire pendant le... Oui, on l'a eu à tous les moments, on l'a encore maintenant, mais relativement à l'immigration, à ceux donc qui prennent la mer pour espérer un monde meilleur l'autre côté. Nous avons d'ailleurs, nous, à la gouvernance Côte d'Ivoire, la chance d'appartenir à la plateforme de leadership international pour le rétablissement des liens familiaux et nous avons régulièrement des conférences dans le sens justement de la mise à jour de la situation pour ce qui concerne donc le rétablissement. Et vous avez géré aussi la crise du Covid. Ça, on le sait peut-être pas. Oui. Comment ça s'est passé? Nous avons géré, on va dire, bien pour ce qui nous concerne pendant longtemps. C'était à quel niveau? À l'INJS? À différents niveaux. Nous avons été déjà sollicités par le ministère de la Santé pour faire partie de l'équipe de veille et nous avions en charge la communication et la sensibilisation, ce que nous faisions donc à travers la population. Et puis, lorsque le 16 mars, il y a eu donc cette décision de confinement au niveau de l'INJS, la Croix-Rouge a été également sollicitée et a désigné des volontaires pour être basés à l'INJS afin de porter assistance aux personnes, aux cas contacts qui devaient être internés au niveau de l'INJS. Dans un premier temps, c'était donc l'enregistrement des voyageurs à destination de la Côte d'Ivoire. Et puis, secondairement, ça a été donc les cas contacts qui devaient être internés à l'INJS. Et la Croix-Rouge a mené pendant 5 mois et demi cette action de façon satisfaisante. Nous n'avons déploré aucun cas de contamination dans les rangs des volontaires qui étaient engagés dans ce, on va dire, dans ce soutien-là de l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre la Covid. Vous gérez aussi tout ce qui est question de don du sang. Pour continuer sur la crise du Covid, comment est-ce que vous avez géré? Est-ce que les personnes qui venaient donner leur sang, du coup, se faisaient un petit peu plus rares de crainte avec la crise du Covid? Par crainte? Oui, malheureusement, nous avons constaté que nous gérons également en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine les dons de sang. À travers notre cellule jeunesse, il y a donc une mobilisation de volontaires qui se fait de manière à pouvoir approvisionner la banque de sang en ce fluide-là précieux. Et nous déplorons malheureusement une baisse du nombre de donneurs de sang au fil des années. En 2019, par exemple, nous avons récolté 4344 poches du point de vue des jeunes en situation de collecte ponctuelle. Je ne prends pas en compte les collectes qui ont été faites ici et là par sensibilisation de la jeunesse vis-à-vis donc du Centre national de transfusion sanguine. À l'inverse, en 2020, nous ne sommes à l'heure actuelle qu'à 1002 poches qui ont été recueillies.
Mais nous continuons bien sûr la sensibilisation. Il ne faut pas se cacher que la Covid est passée par là, mais nous continuons justement de faire en sorte que l'engouement ne baisse pas. C'est un autre pan de nos actions. Est-ce que vos deux entités collaborent, coopèrent de fait, ou est-ce qu'il y a un document qui régit un peu la forme de collaboration, de coopération, MSF et Croix-Rouge, sur le terrain? Oui, ou non, vous ne vous connaissiez pas, vous êtes rencontrés on sur se le plateau connaît. de la télé. On se connaît, on est complémentaires dans la mesure où, comme docteur vient de le dire, voilà, docteur Da vient de le dire, au niveau de l'INJS, nous sommes intervenus également. Donc nous sommes complémentaires. Nous avons organisé le tri Mais quand vous arrivez, vous dites voici votre compartiment, vous ne touchez pas, vous ne faites pas ce que nous on fait, ou comment ça s'organise? Oui, ça s'organise dans le sens de un la échange de bons procédés, je ne sais pas. Dans le sens de la complémentarité en restant dans nos différentes missions. Médecins sans frontières dispose justement, comme elle l'a dit, de médecins. Au niveau de la Croix-Rouge, il s'agit aussi bien de médecins que de toutes les strates de la population, de volontaires sécuristes. Et sur le terrain, il y a une répartition en fonction de la spécialité des Vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à ce point, il me semble? En fait, c'est toujours dans le sens de la complémentarité. Voilà, chacun sait exactement quel est son domaine spécifique. Donc vous ne vous appelez pas avant, ce n'est pas nécessaire. Sur le terrain... Si, on se contacte. Oui, c'est peut-être ce que je voulais entendre. Pour savoir qui gère quoi, on s'appelle. Absolument. Voilà, absolument. On s'appelle, on est en contact. Quand on voit qu'il y a une demande, quand il y a la demande, on s'appelle et on se contacte. Parce que les personnes qui sont... le coordonnateur même qui était à l'INJS, j'étais en contact permanent avec cette personne. D'accord. OK. Voilà qui est plus ou moins clair. Qui sont vos fournisseurs en termes de matériel médical? Oui, pour les fournisseurs en termes de matériel médical, nous avons des pôles d'approvisionnement, parce que nous mettons l'accent sur la qualité, surtout des médicaments. Parce qu'actuellement, dans le monde, on sait qu'il y a beaucoup de contrefaçons. Donc, pour contourner cela, nous avons des pôles où vraiment on regarde la qualité. Et c'est pareil pour les équipements. Mais néanmoins, ça n'exclut pas qu'au niveau des pays, on peut faire des achats locaux. Des achats locaux qui se font. Et bien sûr, avec la validation des experts de MSF concernant la qualité. Très bien, parfait. On marque une pause. On aura tout à l'heure le dernier round d'échange. Ça va durer 5 minutes et après, donc, le calvaire prendra fin. On va juste à la pub et on revient juste après. D'accord. Ce soir, l'action humanitaire dans la télé d'ici sur NCI, votre rendez-vous quotidien sur la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Je rappelle donc les horaires du lundi au vendredi. Dès 18h40, nous abordons des choses qui vous intéressent et les questions humanitaires vous intéressent a priori. On peut le dire ainsi. Est-ce que vous êtes habilité à fournir des bilans sur le terrain? Des rapports d'activité, des rapports d'activité, mais encore une fois, nous sommes auxiliaires des pouvoirs publics et nos rapports d'activité sont orientés vers des structures précises. Notre redevabilité s'oriente dans un premier temps vers l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Santé. D'accord. Oui, nous produisons des rapports, justement des bilans également d'activité. Souvent, c'est conformément aux exigences du ministère de la Santé. D'accord, parce que ça peut être diversement apprécié, ou compris ou interprété, que vous fournissiez des bilans ou pas parfois, non? Non, pas particulièrement. Vous savez, il y a des esprits chagrins partout. À partir du moment où on travaille dans le système, on doit aussi donner le rapport, produire des rapports qui vont dans le système. D'accord. Voilà. À travers le monde, il y a ce qu'on appelle les mongos, celles qu'on appelle des ONG mafieuses, qui sont présentées comme des démembrements, en la vérité, de puissances étrangères. Bien des fois, donc, des ONG souffrent de cette réputation-là. Est-ce que vous diriez que c'est
parfois le cas de la Croix-Rouge et de Médecins sans frontières? Est-ce qu'on vous taxe parfois de choses qui ne sont pas avérées de votre point de vue? Pour ce qui nous concerne, nous estimons que chaque fois qu'il y a un risque justement d'incompréhension, il appartient à la cellule chargée de la diffusion, de la sensibilisation sur l'action de la Croix-Rouge, de rentrer en action de manière à faire une réorientation. Nous restons convaincus que, étant au sein de la communauté, chaque fois qu'une déviation se fait, le recadrage s'ensuit systématiquement. Docteur Badjo, non, vous taxez parfois d'être des espions pour... Non? Il y a beaucoup de choses qui se disent à travers le monde de Médecins sans frontières, mais Médecins sans frontières reste la tête haute dans la mesure où elle mène sa mission. Et sa mission, c'est vraiment pour atteindre les personnes qui sont dans le besoin. Et cet engagement-là est pris collectivement par l'association, parce que Médecins sans frontières, c'est une association à l'origine. Et c'est le dynamisme de cette association-là qui permet justement le travail opérationnel que nous faisons sur le terrain. D'accord. Quels sont les points chauds pour vous en Côte d'Ivoire, les grands chantiers sur lesquels vous travaillez? On a apporté un appui récemment à la Covid, aussi bien à Grand Bassam, isolement des personnes atteintes du Covid-19. Aussi au centre de Yopougon, où on a fait la télémédecine par rapport à la détection des comorbidités au niveau des patients Covid qui étaient hospitalisés. Nous avons également apporté un appui à Bouaké, à 6 centres de santé et un appui au CHU de Bouaké, toujours dans le contexte de la pandémie. Alors, nous envisageons aller maintenant vers la santé mentale, donc un projet de psychiatrie vers la santé mentale, et aussi essayer d'explorer un peu plus et de développer la télémédecine, parce que ça, c'est la médecine d'avenir. Donc, c'est vers ça que nous allons. Du côté de la Croix-Rouge ? Pour ce qui concerne la Croix-Rouge, en ce moment, quelques éléments, je vais dire, de pointe, c'est les inondations. Nous travaillons justement à pouvoir apporter de la résilience à ceux qui sont victimes justement des inondations. Il y a naturellement, parlant d'inondations et restant dans le milieu hydrique, il y a les activités en termes de eau, hygiène et assainissement. Il y a également le rétablissement des liens familiaux qui nous tient énormément à cœur. Parlant d'eau, hygiène, assainissement, nous nous orientons principalement vers les couches vulnérables. Nous pensons notamment aux écoles, la réhabilitation ou l'instauration donc de latrines dans les environnements scolaires et surtout de latrines dans les milieux à forte concentration de public comme le marché. Et puis naturellement, il y a la nutrition qui constitue également un élément important pour nous, pour lequel nous sommes en collaboration avec l'État de Côte d'Ivoire pour un programme de nutrition au niveau du nord principalement et du centre-ouest, Sinématiali, Kémou, Kimbrila Nord, que sais-je encore, une quinzaine de localités qui sont justement à la charge de la Croix-Rouge pour apporter une résilience aux mères dans le cadre de la nutrition infantile. Vous venez de sortir un clip en collaboration avec Nash, Ariel Chenet ou encore Kadjim. Quelle est l'importance pour vous d'avoir des jeunes justement comme ça qui représentent aussi la Croix-Rouge ? Il est vital que nous soyons perçus objectivement au niveau des populations. Et c'est une manière en mettant des artistes et en même temps... Oui. Qui mieux que celui qui vit dans la population peut véhiculer objectivement un message.
Je l'ai dit, nous sommes une représentation miniaturisée de la communauté dans laquelle nous vivons. Et notre slogan, c'est justement d'apprécier la force de notre réseau à atteindre et servir ceux qui sont dans le besoin. Et donc, lorsque les véhicules d'information sont justement des personnes connues, des personnes, on va dire, aimées, appréciées, il est important que le message puisse passer. En outre, quand on parle de communiquer, ce n'est pas tant émettre des sons dans un langage qui n'est pas perçu de l'autre. Si je parle ma langue maternelle et qu'un autre ne comprend pas et lui également se met à parler sa langue maternelle, nous émettons tous les deux du son, mais il n'y a pas de communication. Par contre, si j'utilise un canal qui permet à l'autre de comprendre, aussi bien en communication verbale qu'en non verbale, nous sommes certains de cette façon que nous pouvons y arriver. Notre mission, entre autres, c'est d'aider à préserver la dignité humaine, sauvegarder la santé et la vie, et nous nous insérons justement dans ce cadre-là. Quel est l'âge minimum pour être volontaire chez la Croix-Rouge ? 18 ans. 18 ans. Maximum ? Il n'y a pas de maximum. Tant qu'on est capable et valide, on peut toujours y aller. On a une section jeunesse qui va justement jusqu'à 30 ans inclus. En Côte d'Ivoire, on est jeune jusqu'à 35 ans. Dans le mouvement international, on est... Ça dépend des régions. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, dans un reportage sur NCI News, sur NCI, on a vu un président de jeunes d'un village. De mon point de vue, je pense qu'il n'avait pas moins de 55 ans. Mais bon, ça dépend des régions. OK, ça dépend des régions, merci de le dire. Dans le mouvement Croix-Rouge, on est jeune jusqu'à 30 ans inclus. Okay. C'est vrai il y a une section senior aussi du coup une section senior, pas systématiquement. Je veux dire qu'il y a ces deux sections. La dichotomie se fait seulement au niveau de la jeunesse et des autres. D'accord. Voilà. J'ai une question pour vous deux, messieurs, dames. J'attends de vous peut-être beaucoup plus de précision. Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier quand vous regardez les actions de vos entités respectives? La chose dont vous êtes le plus fier? Je voudrais peut-être demander à la dame de commencer. OK. Écoutez, oui. Il y a une autre question qui arrive. Hein. Oui, tout à fait. Vous savez, quand vous menez une mission de Médecins sans frontières, moi, je suis à Médecins sans frontières, ça fait 10 ans. Donc, j'ai parcouru, je peux dire, presque le monde. Voilà. Alors, quand vous menez une mission médicale et humanitaire dans un hôpital, et vous traitez des enfants, et quand vous sauvez la vie d'enfants, et que le regard, rien que le regard de la mère envers vous, cette reconnaissance de la mère et aussi cette reconnaissance de la population, du village où vous êtes, c'est plus que tout. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. D'accord. Ça n'a pas de prix. Très bien. Et c'est ça, MSF, c'est le regard justement de la population, du patient, de la communauté vers justement les travailleurs MSF. Très bien. Docteur, en 10 secondes. Le soulagement de savoir qu'on a apporté un réconfort à quelqu'un. Okay. Un père de famille qui n'a plus de quoi nourrir sa progéniture et qui voit sa dignité perdue du fait de cette incapacité, que la Croix-Rouge lui apporte des vivres et non-vivres, il se sent renaître. Une mère qui est en travail et qui ne sait où s'orienter parce que, n'ayant pas les moyens, les capacités de sortir, pas moyens en termes de financiers, mais la possibilité de sortir de chez elle, que la Croix-Rouge vient la chercher et lui permet justement d'enfanter. Et elle est fière de tenir cet enfant dans ses mains et de l'appeler bébé Croix-Rouge. Ça me soulage. Bébé Croix-Rouge, ça fait BCR donc en initial, bébé Croix-Rouge. OK. Quel est le sacerdoce? En 5 secondes pour le coup. Qu'est-ce que vous dites à un jeune volontaire qui fait ses premiers pas à la Croix-Rouge? Vous lui dites quoi? Ou une jeune volontaire? J'ai coutume de dire que le mal prospère là où les hommes de bien restent inactifs. Ce n'est pas de moi, c'est de Edmund Burke, un penseur britannique du XVIIe siècle. D'accord. Docteur Badjo, vous dites quoi? Quel que soit le lieu où tu mènes ta mission, sois fort et affronte l'impossible. D'accord, très bien.
Docteur Da, Docteur Badjo, merci d'être passé par la télé d'ici. Vous restez avec nous. Je ne sais pas si les acrobaties, ça vous parle ou pas, mais tout à l'heure, sur la scène de la télé d'ici, on sera rejoint par 6 acrobates donc du cirque Lumière d'Afrique. On marque une pause et la pub. On se retrouve dans quelques instants. Ce sera tout pour la télé d'ici consacrée ce soir à l'action humanitaire de Médecins sans frontières et de la Croix-Rouge en Côte d'Ivoire. Merci à l'INSEE, merci à Pierre. On n'oubliera pas évidemment de remercier ces bénévoles donc, de la Croix-Rouge qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Et une fois n'est pas coutume, on vous laisse, je ne sais pas si on vous laisse en une bonne compagnie ou pas, je ne sais pas si c'est risqué de le dire, mais en tout cas ce soir on a 6 acrobates sur la scène de la télé d'ici et je veux espérer, en tout cas je forme le vœu que tout se passera bien et que la scène donc, sera suffisamment solide. On se retrouve demain, d'ici là, take care. Merci d'accueillir maintenant Abdul Karim Kamara, Habib Boundouf, Ibrahim et Gibrila Kamara, Zérignon Alain et Oza Evans du cirque Lumière d'Afrique. À demain. Le cirque Lumière d'Abidjan, merci de l'applaudir. Bravo les gars, bravo. Bravo, c'est très bien.